les différents forums, évidemment, vont essayer de serrer les questions qui va être abordée, c'est celle de la scène. On comprend évidemment que le problème qu'on va aborder ce soir ne concerne pas que les diffuseurs ou que les programmateurs, ça concerne aussi le formatage, ça concerne aussi les médias, l'information, etc. Mais bon, pour plus de confort, peut-être, on va serrer les problèmes. Alors la question qui nous préoccupe maintenant pour cette demi-heure qui vient, c'est en effet la place des musiciens, de tous ceux qui ont déjà bien parlé, je trouve, ça a commencé très fort. La place des musiciens, des chanteurs, de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Quelle est cette place et quelle place leur accordez-vous? Est-ce que vous estimez qu'ils ont une place suffisante dans la mesure où le disque, comme on l'a dit, ça ne marche plus très fort, que l'information, ça ne marche plus très fort, on en parlera dans le débat suivant. Est-ce que la scène qui aujourd'hui est le dernier rempart, est-ce que ça fonctionne? Est-ce qu'il y a une place encore pour nos musiciens? Qui veut prendre la parole? Qui veut commencer? Bonsoir. Je vais intervenir juste sur un point, parce que comme ça je suis plus pointue sur une question. Donc je travaille dans le milieu hip-hop, le milieu rap, et j'ai été notamment chargée de diffusion pour des projets en rap. Et je voulais un petit peu témoigner de ça, puisque une question que je me pose, donc je suis française, ça fait 13 ans que je suis en Belgique, donc j'ai une autre expérience. Et quand je suis arrivée ici pour notamment faire de la diffusion, je me suis demandé, mais à quel moment on a mis les artistes belges de côté pour laisser la place à l'artiste étranger en priorité. C'est-à-dire que moi, je suis arrivée, j'ai découvert un milieu rap très doué, avec beaucoup de niveaux. Donc, à un moment donné, on a dit que les artistes belges n'avaient pas le niveau pour être sur les scènes, des scènes importantes. Or, moi, venant de l'extérieur, je trouvais qu'il y avait énormément de niveaux. Alors, il y avait des choses encore à travailler, il fallait faire des résidences. Moi, je trouvais qu'il y avait un niveau artistique fort. Par contre, je ne voyais pas de scène où ces gens pouvaient se produire. Donc, en tant que chargée de diffusion, c'était assez drôle parce que c'était un travail assez facile vu qu'il n'y avait rien, il n'y avait pas de scène. Voilà. Donc c'était vite fait, on prenait une liste de 15 lieux et puis en fait, on en avait appelé 8 et puis c'était fait. Et je rejoins une personne qui parlait des premières parties en pop-rock. Maintenant, hip-hop, nous, il n'y a même plus de première partie. C'est-à-dire, il reste des premières parties mal payées, mais il y a un certain nombre d'opérateurs qui programment du rap français, du rap américain, parce que l'anglais c'est mieux, du rap par exemple londonien aussi, mais il n'y a pas d'artistes belges programmés ne serait-ce qu'en première partie. Et ça ne pose de questions à personne. Ce sont des opérateurs subsidiés par la communauté française. Alors on nous dit, mais c'est compliqué, ce sont les têtes d'affiche qui ne veulent pas de première partie. Mais ne la prends pas, cette tête d'affiche qui ne veut pas de première partie belge, prends-en une autre. Donc là, il y a un vrai problème de priorité. Est-ce qu'on souhaite mettre les artistes de la Belgique francophone en avant ou plus du tout? Moi, j'ai été choquée en venant d'ailleurs. Et une dernière chose, pour vous montrer que les choses peuvent être différentes, à Charleroi, il y a un petit collectif en hip-hop, donc en rap. Ce sont 2 gars qui ont décidé de monter des concerts pour pouvoir créer des scènes pour leurs copains en rap. Donc ce collectif s'appelle Back in the Days. Et comme ils voulaient, donc ils ont créé des concerts pour leur groupe de rappeurs de Charleroi. Et puis ils ont fait venir une tête d'affiche après. Et ils n'ont jamais eu de problème pour que la tête d'affiche accepte ces premières parties. Et ensuite, ils ont créé maintenant une tournée qui s'appelle À notre tour, où ce ne sont que des artistes de rap belge jeunes, et ils tournent sans première partie française. C'était donc possible, fallait-il le vouloir? Voilà. Geoffroy, sur cette question-là, parce qu'il y a beaucoup de questions qui se posent. C'est en effet, dans la première partie, on a parlé aussi de Propulse, des programmateurs qui ne viennent pas forcément, des cachets également. Alors, qu'en est-il ?
Mais justement, par rapport au cachet, j'étais assez sidéré tout à l'heure d'entendre qu'on payait ici en Belgique 50 € pour un cachet de musicien. Voilà, moi j'ai la chance de vivre de mes chansons depuis le début des années 70. J'ai connu l'arrivée des tournées à Révis. Julos avait le numéro 1, Paul Luca le numéro 2, j'ai le numéro 3. Et j'ai vu petit à petit ce fonctionnement que j'ai trouvé que je pense que pendant des années, c'était vraiment formidable parce que ça a permis à des tas d'artistes de demander un cachet beaucoup plus important que ce qu'on avait jusque-là. Ça nous a permis d'acheter un peu de matériel, de jouer avec un musicien, deux musiciens. Et donc vraiment, il s'est passé quelque chose. Mais j'ai été aussi terriblement choqué il y a quelques années quand j'ai commencé à apprendre que dans le programme des tournées à Révis, on pouvait même maintenant négocier, il y avait l'intervention des tournées à Révis et que la part de l'organisateur était négociable, une chose que j'ai toujours trouvée scandaleuse. Mais voilà, ça fait 20 ans que j'habite en France et je dois dire qu'il y a des choses un petit peu différentes. C'est vrai qu'en Belgique, il n'y a pas un syndicat des artistes comme il y a en France. Il y a le syndicat français des artistes qui défend depuis des dizaines d'années les musiciens, les interprètes, et qui fait que ce n'est pas possible. Le cachet minimum est de 98 € à l'heure actuelle en net. Hein, net. Donc je pense que ça, je me rends bien compte qu'ici, je ne sais pas où on en est, parce que je suis un petit peu plus loin. Il y a aussi des choses qui se sont passées en France depuis. Tout à l'heure, quelqu'un a cité Mitterrand et a cité à l'initiative de Jacques Lang à l'époque, il avait demandé que toutes les sociétés civiles mettent une partie, c'est-à-dire 25% des sommes qui étaient prises sur les droits aussi bien en radio, en télé, mais aussi surtout la copie privée, ce qui était une rentrée très importante. Et donc les sociétés civiles comme l'ADAMI, l'ADAMI c'est la société qui représente les interprètes, la Spedidam représente les musiciens, il y a le CNV qui est une parastatale qui redistribue une partie de cette taxe qui est prise sur les entrées, sur les billets. Donc il y a plusieurs choses comme ça qui sont fort importantes, et ces sociétés civiles redistribuent 25% de ce qu'elles ponctionnent à la création de disques, de spectacles et à la diffusion de festivals. Voilà. Oui. Juste un mot, c'est une question qu'on avait préparée avec Claude aussi quand on a un peu préparé ces forums. Apparemment, en 20 ou 30 ans, les choses ont changé pour les musiciens de ce pays, pour les musiciens et pour les chanteurs de langue française. Qu'est-ce qui a changé en 25-30 ans? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui c'est plus dur qu'il y a 25-30 ans? Est-ce que les réseaux ont changé? Est-ce que le nombre de salles a diminué? Est-ce qu'aujourd'hui, un artiste peut circuler en communauté française, Wallonie-Bruxelles, et travailler comme avant? Il y a 25 ans, les termes marché culturel et produit culturel n'existaient pas. On parlait d'artistique, on parlait de création. Aujourd'hui, on parle de produits, de marché. Là, je pense qu'il y a quelque chose de très, très important. On est passé dans une économie et plus dans une création. Et ça, les ministères ont embarqué complètement là-dedans. Alors peut-être passer la parole à ceux qui n'ont pas encore eu l'occasion de l'apprendre. Oui, donc Gabriel Allouin pour la ferme du Biérot. Oui, je crois qu'il y a une vraie question sur la place que les artistes occupent en communauté française, en Fédération Wallonie-Bruxelles. Mais je pense qu'on ne peut pas charger que les institutions. Elles ont effectivement leur part de responsabilité, un rôle là-dedans. Mais moi, j'ai le sentiment qu'il y a un lien qui ne se fait pas bien entre les artistes et le grand public au sens large. Il y a vraiment une connexion, et les pouvoirs publics ont probablement une responsabilité là-dedans, mais vraiment, quand je vais au Québec, on a parlé du Québec tout à l'heure, je ne peux pas tenir une conversation où je dis que je travaille dans la musique sans qu'ils me parlent d'artistes en disant « faut que tu écoutes ça, c'est formidable », etc. Et ils essaient de me vendre 3-4 artistes à eux en disant « c'est génial ». En Belgique, on s'excuse de ces artistes. Et même artiste, c'est pas un statut très très enviable. Enfin, c'est pas vraiment un métier d'ailleurs, on n'est pas trop sûr. Et donc, je crois qu'il y a vraiment là quelque chose
d'ancrer très profondément dans ce manque de fierté qui était en creux dans une des premières interventions, problème que les Flamands n'ont pas. Ils ont peut-être le problème inverse d'ailleurs à certains égards, mais en tout cas ils sont fiers de leurs artistes. Chez nous, je crois que on commence par s'excuser d'être artiste et le public a du mal il y a une vraie dévalorisation, je crois. Et pour parler concrètement de la ferme du Biérot, moi j'essaye depuis 5 ans que j'y suis de retisser ce lien dans tous les genres musicaux. C'est pas facile parce que j'ai pas un public, j'ai des publics. Mais même si on essaye de décloisonner, parce que j'aime pas trop les petites cases administratives dans lesquelles on veut mettre les choses, en disant voilà les genres musicaux, toi tu es quoi? Toi tu es world music? Ah oui mais ça c'est musique urbaine. Il y a des sous pour l'urbain mais il n'y a pas de sous pour la chanson française. Donc c'est très académique et heureusement la réalité du travail des musiciens dépasse largement les genres et c'est très précieux. Mais donc vraiment ce lien, pour moi, il doit absolument se retisser parce qu'on ne fera pas boire un âne qui n'a pas soif et il faut lui donner envie, il faut lui donner soif. Les pouvoirs publics ne pourront essayer de tenter de nouer ce lien, de le renouer. Je ne sais pas s'il a jamais existé en fait en communauté française, en Belgique. Je ne sais pas s'il a jamais existé. C'est une question qu'on pose. Philippe Ancio. Oui. Donc c'est vrai que si la place des musiciens était si enviable, il y a beaucoup de chances que je serais toujours musicien et pas directeur de centre culturel à Seraing. Peut-être si j'avais eu un peu plus d'entêtement. Je réponds à une première partie de ta question. Est-ce que les choses ont changé? Oui. Il y a 20 ans, quand je sortais un disque, Radio Liège programmait tous les jours une chanson pendant 2 mois. Tous les jours. Maintenant, on ne programme plus d'artistes belges ou alors une plage. Il y avait des festivals, tant qu'on en voulait. Il y avait les Bulocs, le temps des cerises. On chantait tout l'été. Geoffroy, tu te souviens, il y avait 10-12 festivals. Pour ce qui est de la relation entre l'artiste et le public, je ne partage pas du tout ton avis. Je trouve que le public belge, il aime vraiment ses artistes. Encore faudrait-il qu'ils puissent les écouter. Et en fait, moi, je suis venu pour ça. Depuis qu'on m'a confié la responsable d'un centre culturel, j'essaye de faire chanter Enfin, j'adore la chanson, quoi. Mais par exemple, sur Liège, on est un des seuls centres culturels à avoir un cycle. On a appelé ça la girafe qui tousse parce que cabaret, ça fait un peu vieux con, m'ont expliqué mon équipe de jeunes. Et donc, ça s'appelle la girafe qui tousse. Et une fois par mois, le vendredi, on programme de la chanson. On programme du rock aussi, enfin, on programme au centre culturel énorme. Mais la raison pour laquelle je suis venu ici, c'est qu'on sait bien que dans cette girafe qui tousse, quels que soient les artistes, et on ne discute jamais les cachets, il est hors de question de discuter les cachets, à moins qu'ils soient abusifs. Et là, je ne parle pas des grandes stars françaises, qu'on devrait complètement niquer des centres culturels, quoi. C'est fini, on ne travaille plus avec eux, c'est dehors. En tout cas, à Seraing, c'est comme ça, je vais tout de suite de la neuve. Je suis venu, moi, parce que je me pose cette question-là. Chaque fois qu'on fait de la girafe qui tousse, j'ai vu des noms. Geoffroy est venu chanter, Guillaume Ledan, vous êtes venu avec la ferme du Biérot. On fait venir beaucoup de monde. Comment est-ce qu'on fait pour faire venir le public et pourquoi est-ce que le public ne vient plus? Il n'y a plus de relation avec les médias et les pouvoirs publics à ce niveau-là. Les pouvoirs publics, ils disent au centre culturel, il faut faire quelque chose pour la chanson, n'est-ce pas? Ah oui, mais quand on veut aller dans les subsides à Révis, ça devient de plus en plus étroit. Pourquoi est-ce que le public ne vient pas? Le rôle des médias de la RTB, je vais jeter un pavé dans la mare en tant que programmateur. L'attitude de la SABAM, pour le moment, nous cause un déficit terrible, mais aux artistes aussi. Quand on programme Milan et la loi, qu'on fait 186 € d'entrée et qu'on doit payer 146 € de SABAM, et que je téléphone en disant « ça va pas, quoi ». Alors j'entends bien, écoutez, je suis moi-même à la SABAM, mais je suis coopérateur. Mais à un moment donné, est-ce qu'on va devoir, nous autres programmateurs, dire à la SABAM ou faire signer un artiste qui vient en disant « écoute, ce soir, tu ne prends pas ta SABAM ». Parce que là, ça va encore. Et quand je le signale, on me dit ça, vous n'avez qu'à faire venir du monde. Et on rentre dans la quadrature. Voilà. Je vais te donner la parole parce que je ne vais pas la monopoliser. Mais c'est ces 4 questions-là qui sont fondamentales. Mais je crois vraiment que le public, il adore ces chanteurs, quoi. Oui, je réagissais juste par rapport tu disais aux artistes français, on ne devrait plus les faire venir dans les centres culturels, mais ce n'est pas des artistes qu'il s'agit, c'est des agences de booking. Et des agences de booking. Et à un moment, il y a aussi une paresse de beaucoup de programmateurs. Et s'ils ont tellement de pouvoir, et si ils prennent des marges tellement énormes, parce que sur un cachet de 12 000 ou de 15 000 € pour Charlotte Gainsbourg, je ne suis pas sûr que les musiciens qui jouent avec elle, ils touchent... Enfin, ce n'est pas divisé en parts égales, à mon avis. Voire à mon avis, il y a 60% qui part dans l'agence.
Donc à un moment, il y a aussi ça à voir, quoi. Voilà. Pour ça, j'avais envie de poursuivre la réflexion sur l'histoire des publics, hein, et la place des publics. Vous posiez la question sur la place de la scène. Posons la question de la place des publics. J'entends qu'elle est présente du côté diffusion dans les centres culturels. Et j'avais envie de revenir avec la logique de avec les publics. Alors, pour m'expliquer un petit peu, la socioculture est née il y a le siècle dernier. Le propre de la socioculture, c'est non pas d'envisager le siècle dernier après la Seconde Guerre mondiale. Le propre de la socioculture, c'est ne pas envisager nécessairement l'œuvre en société, l'œuvre en majesté et la diffusion, mais plutôt l'homme en société. Et un des constats, c'est que dans les centres culturels, dans les maisons de jeunes, dans les centres d'expression et de créativité, il y a des animateurs socioculturels qui allient création artistique et action culturelle, et qui, avec des collectifs, aux côtés de collectifs, interrogent les rapports au monde, les rapports à la société. Alors la scène, elle est peut-être effectivement dans un festival ou ici, elle est peut-être aussi dans des maisons de quartier, où avec des publics et des artistes, il y a un travail qui se fait. Bon, voilà, j'avais envie d'amener la logique de finalement avec qui jouer plutôt que pour qui jouer. Oui, vous parlez de public au pluriel, c'est vrai qu'il y a aussi des réseaux dans les centres culturels, dans les scènes. Est-ce que parfois ces réseaux ne sont pas ne sont pas des carcans, voilà, parce qu'il n'est pas facile d'entrer dans un réseau. Quand on y entre, on peut avoir accès à certaines scènes. Il est parfois très difficile d'en sortir aussi des réseaux. Je ne sais pas si quelqu'un peut ou veut s'exprimer là-dessus, peut-être. Je voulais juste On parlait de réseau rap, par exemple. Oui, c'est un des réseaux. Il y a une chose que le rap a quand même comme avantage, c'est que c'est une culture relativement jeune, donc qui s'intéresse beaucoup aux médias actuels, notamment à la vidéo, donc, et aux réseaux sociaux. Donc les artistes de rap en général tissent un lien via les réseaux sociaux, donc j'ai les Facebook, les Bandcamp, voilà, donc tout un tas si vous voulez, d'outils qui permettent d'écouter la musique, de diffuser la musique. Les artistes de rap clippent leurs morceaux, donc on peut les voir, ainsi de suite. Alors, ce qui se passe après, c'est qu'il y a un petit problème, c'est qu'on a ce qu'on appelle l'artiste virtuel. C'est-à-dire, l'artiste produit sa musique, il la diffuse sur les réseaux sociaux, donc on l'entend, il a un public virtuel, il a un nombre de vues incalculable sur YouTube. Donc par exemple, vous prenez Human, qui était là tout à l'heure, qui a 100 000 vues quand même sur une vidéo. Voilà, donc les vidéos de rap, c'est entre 10 000 et 50 000, 100 000 vues, mais qui n'a pas de salle pour jouer, pour rencontrer son public. Donc là, je dirais que sur les publics, le public est là. Simplement, on ne le met pas en contact avec, via une scène. Alors, une des choses que font maintenant des rappeurs assez connus, alors pour moi, je trouve ça assez fou, c'est qu'ils produisent leurs dates. C'est-à-dire qu'ils n'attendent plus ni des centres culturels, ni des festivals de les programmer. Ils produisent une date à la baie. Donc ça, c'est intéressant de voir qu'ils ont choisi la baie et pas le botanique pour produire leur date. Ils font une date, ils prouvent qu'ils remplissent la baie à moitié. Et à ce moment-là, les festivals se rendent compte que ah oui, Gandhi, Silla, ils ont un public au fond. Ça veut dire qu'ils ont dû produire leur date. C'est énorme pour un artiste. Je veux dire, c'est une prise de risque financière totale. Et c'est ce que fait maintenant le milieu rap. Voilà. Et juste pour faire il nous reste 5 minutes et il y a encore 2 personnes qui n'ont pas. Et juste une chose par rapport au festival aussi. Il faudra aussi parler des heures de passage des artistes belges. Parce qu'on peut être programmé dans un festival, mais si c'est à 16h ou là, il se pose aussi une question quand même, en plus du cachet. Xavier, pour l'atelier 210. Ouais. Donc voilà, moi je m'occupe de l'atelier 210. Il y avait juste une chose que je voulais préciser. C'est-à-dire qu'il y a le problème effectivement des rémunérations minimum des artistes, ça c'est clair. Mais il y a aussi un paquet de salles ici en Belgique qui fonctionnent sur des bénévoles, que ce soit le magasin 4, que ce soit chez nous. Il y a un paquet de salles qui eux s'occupent en fait qui sont au taquet pour connaître les nouveaux groupes, qui font jouer 90% de ces groupes qui émergent pour la première fois dans ces salles-là. Et ces salles-là, elles sont bénévoles aussi. Elles travaillent avec des gens qui doivent bosser encore en plus à côté ou qui bénéficient d'autres statuts.
Donc il y a un problème aussi de professionnalisation à ce moment-là. Et puis je pense aussi que on ne peut pas travailler, il faut voir l'ensemble de la chaîne. Si on veut que tout marche mieux, c'est l'ensemble des chaînons qui doivent marcher mieux. Parce que les salles doivent travailler aussi avec les artistes. Il doit y avoir un soutien de la part de ces artistes. Il y a beaucoup d'artistes qui arrivent avec un projet. La salle ont la connaissance des publics, ils savent comment est-ce qu'on peut faire pour remplir ou pas une salle. Ils peuvent aider un groupe et l'aiguiller un petit peu pour aller chercher peut-être de l'aide financière là, axe ton dossier comme ça, et puis on avance comme ça. Donc c'est pas les artistes d'un côté et puis les programmateurs d'un autre. Moi je pense que c'est un travail qui va de pair et qui doit se faire ensemble. Et puis qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, et puis c'est la même chose aussi avec le fait, vous disiez qu'il n'y a pas assez d'artistes effectivement belges qui sont placés en tête d'affiche, en headliner. Et ça, je pense qu'aussi, on place des artistes en support pour qu'ils profitent aussi des gens qui viennent en headliner. Et puis il y a aussi, tout simplement, financièrement, il y a peu de salles qui peuvent faire des concerts à perte, tout simplement. Les salles qui ne sont pas décemment subsidiées, c'est pas possible de faire des concerts à perte. Donc on ne peut pas s'engager à payer 1 000 € à un groupe qui ramène 70 personnes. Le calcul est vite fait. Si on fait ça, on fait ça 6 mois et puis après on s'arrête. Et c'est tout l'outil qui tombe à l'eau, quoi. Donc il y a juste des chiffres à ne pas oublier de survie élémentaire. Mais ensemble, il y a moyen de travailler mieux. Si effectivement les médias commençaient un petit peu à réagir. On en parlera tout à l'heure. En 10 ans, j'ai jamais eu un partenariat avec Pure FM, alors qu'il y a un paquet de choses qu'on leur envoie en premier groupe. Il leur faut 1 an et demi pour réagir sur le groupe qu'on leur a envoyé il y a 1 an et demi. Ils disent, on vous l'avait dit, quoi. Tu vois, ça, c'est des choses qui pour moi, marchent pas, quoi. Là, il y a un vrai problème. Moi, on ne les appelle même plus. Enfin, je veux dire, c'est aussi simple que ça. Donc, pour moi, c'est toute la chaîne qu'il faut travailler. Et comme ça, on arrivera à des résultats. Parce qu'effectivement, il y a plein de... C'est un potager magnifique qu'on a ici en Belgique et il est carrément sous-exploité, quoi. Le public est là, les artistes sont là, mais il faut effectivement plus de moyens dans toute la chaîne pour qu'un travail concret soit fait et arriver à des résultats, quoi. Avant de parler de la production et de la distribution qui va venir juste après dans 2-3 minutes, et puis des médias, Je te remercie d'avoir évoqué la notion de potager. En plus, on est à la tricoterie, il y a tout ça ici, la notion de bio. Et puis on va voir dans les vidéos après, il y a des allégories aussi entre culture et agriculture. À la Biennale de la chanson française, nous, on aime bien dire qu'on travaille avec des jeunes pousses au niveau de la détection d'artistes et de la promotion de ces artistes. Et on est aussi amené à les programmer, à programmer beaucoup d'auteurs belges, de chanteurs belges sur le rallye Chantons français. Je voulais juste apporter un point de vue hors Belgique, un peu comme tu l'as fait, Geoffroy, sur les réseaux. On est membre d'un réseau qui s'appelle la Fédération des festivals de chansons francophones. Accessoirement, on est le seul opérateur belge membre de ce réseau qui représente une trentaine de festivals, Québec, Suisse, France. Et il y a un attrait pour la belgitude, il y a un attrait pour les artistes belges qui semble plus fort à l'extérieur que chez nous. Donc le potager, c'est un peu l'herbe est toujours plus verte ailleurs. Et on est un peu dans le syndrome aussi d'artistes qui parfois doivent sortir de Belgique pour marquer leur succès à l'extérieur et mieux sortir par la fenêtre et mieux rentrer par la porte. Donc ça, c'est un des points de constat que je voulais apporter. La question des formatages aussi sur les programmations d'artistes sur les scènes Fédération Wallonie-Bruxelles. Alors, les gros festivals ont peut-être des impératifs économiques qui ne sont pas les nôtres. Et je ne crois pas qu'il y ait de représentants ici, en tout cas sur les intervenants. Mais on retrouve quand même beaucoup de copier-coller sur les programmations de festivals en Belgique. Ça aussi, c'est un souci. Et alors après, on vient nous dire que c'est parce que le public attend ça. Mais quelque part, il y a un moment, c'est l'œuf ou la poule. Je dirais, on peut aussi se poser cette question-là. Jeune pousse, je pensais aussi à l'exemple d'un artiste que certains connaissent, qui est dans la salle, que je vais pas citer parce que c'est un exemple qui n'est pas intéressant au niveau de son nom, mais en tant que tel. Sur Propulse, un artiste qui candidate à Propulse une année, on lui dit écoute, ton projet n'est pas assez mûr, donc reviens plus tard. L'année d'après, après avoir tourné énormément et avoir avancé beaucoup dans son projet, il se représente à Propulse, on lui dit désolé, mais là, tu es déjà allé trop loin. Question de position de curseur. Voilà, en gros, c'était un peu les quelques points que je voulais aborder. Voilà, peut-être une conclusion, Geoffroy.
Et puis on passera à un autre débat. Oui, merci. En fait, je voulais aussi dire tout à l'heure, nous, en Chansons de Parole, on fait aussi partie de cette fédération des festivals de chansons francophones. On est très, très attachés à la chanson francophone et à la belgitude. On dit souvent qu'à Barjac, il y a un nid de Belges. Je pense que je suis un peu coupable. Mais ce que je voulais vous dire et confirmer, c'est que de fait, notre vieux complexe de ne pas croire en nous, artistes wallons, artistes belges, qu'on tient depuis longtemps, eh bien, de l'autre côté des frontières, eh bien, la belgitude, elle va très bien. De plus en plus, de mieux en mieux, les Belges sont considérés. Alors qu'avant, c'était les Blacks belges, etc. Ça n'existe plus, ça, on ne nous la fait plus. Et je pense qu'il faut y croire et qu'on peut penser qu'on existe et qu'à l'étranger, on pense à nous. Voilà. Donc la solution, c'est le rattachement alors. Claude Sema, il disait tout à l'heure, quand la Belgique sera coupée en deux, la solution c'est quoi? C'est le rattachement à la France? Peut-être bien, mais je ne sais pas si c'est vraiment une solution. Ouais. Merci beaucoup. Merci à tous ces intervenants pour ce premier débat sur la situation des scènes.